Voici le bulletin de réinformation proposé aujourd'hui par Maxime Billard et Pierre Lefranc avec la contribution de Karl Hubert. Amis auditeurs, bonjour. Voici votre bulletin de réinformation du jeudi 17 février 2011. Nos principaux titres. La Libye touchée par l'emballement du monde arabe. Crise politique sans précédent en Belgique. La Libye touchée par l'emballement du monde arabe. Il faut créer un problème pour que le monde bouge. Cette phrase de Mouammar Kadhafi, dans son appel aux réfugiés palestiniens à marcher sur la Palestine, ne semble plus l'épargner lui-même aujourd'hui. Alors que des affrontements ont éclaté en Iran, à Téhéran, entre des partisans du pouvoir et ses opposants, ainsi qu'au Yémen, où 40% des 23 millions de Yéménites vivent avec moins de $2 par jour, la Libye est aujourd'hui aussi touchée. Que s'est-il passé depuis cette semaine ? Des émeutes y ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi, dans la ville libyenne de Benghazi. La télévision publique libyenne fait état pour sa part de rassemblements de soutien au colonel Mouammar Kadhafi. Hier, la ville de Benghazi, dans l'est de la Libye, a été le théâtre d'affrontements entre forces de sécurité libyennes et opposants au régime. Les opposants à Kadhafi en exil ont cherché à se mobiliser en utilisant des réseaux sociaux sur le modèle des autres embrasements dans les pays voisins. Quelle est la réaction du pouvoir libyen ? Le gouvernement libyen a pour sa part adopté une série de mesures visant à réduire les prix des produits de première nécessité. La libération de 110 militants incarcérés du groupe islamique libyen de combat aurait été promise. La situation va-t-elle s'apaiser ? À la vérité, la tension devrait encore monter d'un cran aujourd'hui en Libye. D'ailleurs, outre les revendications sociales, une journée de colère, entre guillemets, est prévue pour commémorer la mort de 14 manifestants tués par les forces de l'ordre en 2006. Pendant ce temps, le mouvement se poursuit au Bahreïn, où les manifestants réclament notamment la démission du Premier ministre, le Cheikh Khalifa Ben Salman Al-Khalifa, qui gouverne le pays depuis son indépendance en 1971. Crise politique sans précédent en Belgique, Pierre. Depuis aujourd'hui, la Belgique est détentrice en effet d'un triste record. La plus longue crise gouvernementale au monde. Depuis les élections du 13 juin 2010, les partis belges n'ont pas réussi à former un gouvernement. Le Royaume traverse la crise politique la plus longue de son histoire, puisqu'aucune solution tentée n'a permis de trouver une majorité capable de diriger le pays. De nouvelles élections pourraient-elles débloquer la situation ? On parle de nouvelles élections en effet, mais un nouveau scrutin ne résoudra probablement rien. Les Wallons voteront massivement pour le Parti socialiste, tandis que les Flamands voteront pour le courant indépendantiste de droite. La possibilité d'une séparation entre Wallons et Flamands est maintenant ouvertement évoquée. Et la situation n'en serait pas moins compliquée. Si la création d'une Wallonie et d'une Flandre indépendante semble possible, les deux provinces pourraient tout aussi bien être rattachées à la France et aux Pays-Bas respectivement. La fin envisagée de la Belgique a d'ailleurs des conséquences surprenantes. Des centaines de Belges vivant dans le sud du pays ont entrepris des démarches pour devenir luxembourgeois. Le Grand-Duché a en effet simplifié sa législation permettant à une personne de demander sa naturalisation si son arrière-arrière-arrière-grand-père était luxembourgeois. De nombreux Belges espèrent ainsi que les régions frontalières pourront être absorbées par le Luxembourg si la Belgique se disloque. Peut-être l'inspiration leur vient-elle des Allemands de Sudète. La fin de la Belgique est-elle inéluctable ? Il faut croire que non. Un mouvement populaire a vu le jour visant à empêcher la dislocation de la Belgique, tandis que l'acteur Poelvoorde a lancé une grève du rasoir tant que le pays n'aura pas de gouvernement. D'autres ont prévu de faire la révolution de la frite. Plusieurs manifestations et d'autres événements doivent avoir lieu aujourd'hui pour marquer le refus d'une séparation du pays. Et pour une fois, on ne manifestera pas pour le départ d'un gouvernement, mais pour son retour. Maintenant, nous passons au bref du jour. Une maîtresse apprend un chant arabe à ses élèves. Dans une école primaire du Gard, une institutrice a fait apprendre à ses élèves un chant arabe sur la tolérance, inspiré d'un dessin animé. Une lettre provenant des parents d'élèves a initié l'affaire en affirmant « À l'heure où certaines catégories d'individus sifflent la Marseillaise, pourquoi ne pas plutôt que des chants arabes apprendre notre Marseillaise à nos enfants ?» La phrase du jour maintenant, Maxime. La phrase du jour nous vient d'Éric Besson, ancien ministre de l'Identité nationale. Je cite « Il ne faut pas toucher à la loi de 1905, qui est une loi sacrée. » Rappelons que pour l'Académie française, le mot « sacré » signifie « qui est en contact avec la divinité » ou encore « qui est d'inspiration religieuse ».
Voilà donc comment M. Besson qualifie la loi de 1905, en contact avec la divinité et d'inspiration religieuse, dont acte. L'ancien préfet Giraud de Langlade fait condamner Mouloud Aounit, président du MRAP. Le président du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples a été condamné hier pour avoir porté atteinte à la présomption d'innocence de l'ancien préfet Paul Giraud de Langlade. En juillet 2009, ce préfet chargé des États généraux de l'Outre-mer aurait déclaré à l'aéroport d'Orly « On se croirait en Afrique ici ». 3 semaines plus tard, Le Monde rapportait les propos de Mouloud Aounit. Je cite « Ce qui vient de se passer était prévisible parce que Paul Giraud de Langlade est un multirécidiviste de l'insulte ». Paul Giraud de Langlade avait eu le réflexe de l'assigner en justice pour atteinte à la présomption d'innocence, ce qui a confirmé le tribunal hier. Maintenant, nous passons aux nouvelles du monde. Un francophone à la tête de la Bundesbank. Et oui, Jens Weidmann remplace Axel Weber à la tête de la Bundesbank. Ancien étudiant de l'université d'Aix-en-Provence, Jens Weidmann est francophone et connaît bien les us et coutumes françaises. Il a été directeur du département politique monétaire à la Bundesbank de 2003-2006, après avoir travaillé au Fonds monétaire international. Actuellement conseiller depuis 5 ans de la chancelière Angela Merkel en matière économique, il a aidé le gouvernement allemand à traverser la crise financière et la crise de la zone euro. À 42 ans, Jens Weidmann sera le plus jeune président de la Bundesbank. Pierre, la diplomatie française torpille l'année France-Mexique. Avec l'affaire Cassez, Madame Alliot-Marie avait cru trouver le moyen d'échapper au procès politico-médiatique dont elle était la cible. De concert avec le président de la République, elle s'en est prise virilement à la justice tropicale mexicaine et a demandé la libération de la nouvelle Ingrid Betancourt. C'est raté. Les protestations des autorités françaises ont profondément heurté les Mexicains. Et c'est aujourd'hui le Mexique qui conditionne sa participation à l'année France-Mexique au repentir de la France. L'imprudence de la diplomatie française pourrait réduire à néant les efforts des entreprises françaises pour renforcer leur présence au Mexique. En effet, une vingtaine d'événements économiques sont prévus dans le cadre de l'année France-Mexique, avec le soutien des grandes entreprises comme Safran, EADS et AXA. Cette occasion d'augmenter nos parts de marché dans un pays émergent est pour l'instant compromise. Du moins jusqu'à ce que les vrais diplomates reprennent la main. Maxime, un professeur d'histoire de Harvard, s'interroge sur le devenir de l'euro. Oui, dans un entretien à la Tribune en date du 15 février dernier, Niall Ferguson, professeur d'histoire à Harvard, s'interroge sur le devenir de la monnaie unique et les effets de la crise. Niall Ferguson rappelle qu'une union monétaire sans une union fiscale n'est pas durable et pronostique le possible démantèlement de l'euro. Il explique notamment que les Allemands ont été les financiers du processus d'intégration européenne après la Seconde Guerre mondiale. Désormais, ils n'ont guère envie de voir davantage de transferts de revenus de l'Allemagne vers la périphérie de l'Europe. Cependant, Niall Ferguson note que, je cite, « le meilleur argument pour la survie de la zone euro est qu'elle sert très efficacement les intérêts de l'industrie allemande ». Pierre, Hillary Clinton et la liberté sur Internet. Mardi dernier, le secrétaire d'État américain Hillary Clinton, épouse de l'ancien président, a déclaré qu'Internet était l'espace public du XXIe siècle. Elle appelle à plus de liberté concernant la circulation des informations sur Internet, notamment en Chine, qui doit, je cite, lever les pare-feux de la censure. Il est vrai qu'Internet, et notamment les réseaux sociaux, ont joué un rôle majeur dans l'organisation des manifestations qui ont ébranlé la Tunisie et l'Égypte ces derniers temps. La liberté d'expression est une fois de plus défendue outre-Atlantique, tandis qu'en France, certains sites et vidéos sont bloqués à cause de leur contenu politique peu conforme à la doxa. Par exemple, le blog français de souche est souvent considéré comme incitant, accrochez-vous, au terrorisme par les serveurs d'ordinateurs professionnels ou administratifs. Maxime, le président russe au Vatican, aujourd'hui même. Oui, en visite en Italie depuis hier, Dimitri Medvedev se rend aujourd'hui au Vatican. Il évoquera d'une part les relations bilatérales avec le Vatican et d'autre part les questions interconfessionnelles avec le pape Benoît XVI. La nouvelle architecture de sécurité européenne figurera parmi les discussions, tout comme les relations entre l'Église orthodoxe russe et le Saint-Siège, ainsi que la problématique du dialogue interconfessionnel. Medvedev rencontrera également le cardinal Berton, secrétaire d'État du Vatican. Cette visite est la première de Medvedev au Vatican depuis l'établissement des relations diplomatiques complètes en décembre 2009. Il n'y avait pas d'ambassadeur entre les deux États auparavant, notamment à cause des relations difficiles entre le patriarcat de Moscou et le siège pontifical. Maxime, des chercheurs américains croient avoir découvert une nouvelle planète gigantesque à la limite de notre système solaire. Et oui, si l'existence de cette planète était avérée,
Elle aurait 4 fois la taille de Jupiter. Cette dernière étant déjà la plus grosse planète qui tourne autour du Soleil. 2 astrophysiciens de l'université de Louisiane, à Lafayette, aux États-Unis, ont suggéré l'existence de cette planète. Ils l'ont supposé en constatant que certaines comètes avaient une trajectoire particulière à leur entrée dans le système solaire. Cette supposée planète, baptisée Tyché en l'honneur de la divinité grecque, se situerait à une distance 15 000 fois plus grande que la distance Terre-Soleil. Autrement dit, elle serait à la périphérie externe du nuage d'Oort, la frontière de notre système solaire. Selon ces scientifiques, un télescope spatial de la NASA permettra de déterminer d'ici 2 ans l'existence de cette planète. Elle pourrait donc s'ajouter aux autres constituantes de notre système solaire. Rappel des principaux titres. La Libye touchée par l'emballement du monde arabe. Crise politique sans précédent en Belgique. Et maintenant, la bonne nouvelle du jour. Maxime, la bonne nouvelle du monde nous vient aujourd'hui de Suisse. C'est la découverte d'un grand quartier d'habitation de l'époque romaine. Et oui, en Suisse, des fouilles à Yverdon-les-Bains, Eburodonum, de son nom romain originel, ont abouti après 4 mois de travail. Des bâtiments, des pièces d'habitation, des peintures et des bassins de l'époque romaine ont été découverts. Plusieurs niveaux superposés ont révélé tant des aménagements en bois datant de l'âge du fer que des structures datées entre 400 et 600 après Jésus-Christ. Plus bas, on a trouvé des bâtiments d'artisanat et de commerce. Et plus bas encore, c'est un vestige du rempart en bois et en pierre sèche de l'oppidum gaulois qui a été mis au jour et il date de 81 avant Jésus-Christ. Rendez-vous demain matin pour un nouveau bulletin de réinformation et que le soleil brille dans vos cœurs.